MLG Labs. MLG Labs, c'est une société un peu particulière, c'est une sorte de lab d'innovation qui a 3 compétences principales, qui sont la recherche mathématique, la data science, ou big data si on veut utiliser un buzzword, et la stratégie digitale. Voilà, je ne vais pas parler plus de MLG, mais vous nous connaissez peut-être, il y a Cinemio en fait, on est à l'origine de cette application. Je pense que c'est un peu plus connu que le laboratoire dans lequel ça a été. Ouais, il faut vraiment que ce soit plus fort. Hein. Ouais. Les gens là qui se plaignent. Tu veux le micro peut-être? Ça sera peut-être mieux. Un peu mieux. Ça marche pas le micro? Non, mais je vais essayer de parler fort. Vas-y, quoi. On va vous présenter Where Does My Tweet Go, qui est une application qui est disponible à l'adresse wdmtg.com. On pourra aller voir. Je vais tout de suite commencer par un effet démo, histoire de se mettre un peu la pression. Là, je vais tweeter avec le compte @WDMTG. Si vous pouviez retweeter ce compte-là, ça serait super sympa. Vous verrez à la fin pourquoi. Donc MFG, ce qu'on aime bien chez MFG, c'est les données relationnelles, les données issues des réseaux sociaux. Un peu comme la NSA, si vous connaissez un peu le projet Prism. Sauf que nous, on le fait de manière un peu différente et pour d'autres buts. Un des principes fondamentaux de MFG, c'est qu'on pense véritablement que les comportements se dissolvent dans l'IT. C'est vraiment le constat de départ et un peu la raison d'être du laboratoire de MFG. Donc on fait des choses comme ça, par exemple, où on a récupéré en fait toutes les photos prises par des touristes sur les différents réseaux sociaux et on les a mappées. Donc là par exemple c'est Paris et donc on peut voir en fait où vont les touristes à Paris. Donc après on peut avoir des filtres, où vont les Russes, où vont les Chinois, où vont plus les femmes, etc. Donc là on regarde une place assez simple, on pousse sur les champs, etc. Après quand on regarde au niveau de la France, c'est extrêmement intéressant parce qu'on peut voir en fait différents patterns et chemins pris par les différentes nationalités. Un autre exemple, donc on a pu jouer un peu avec les données relationnelles du plus grand réseau social européen. Est-ce que vous savez quel est le plus grand réseau social européen? Vous connaissez tous, hein? Non. C'est Skyblog. Merde. Et donc, ce qui est intéressant en fait dans les données relationnelles issues de ce réseau social, c'est qu'on voit en fait des groupes et des groupes qui apparaissent et qui ont une vraie valeur, on va dire, sociale. C'est pas, par exemple, je suis avec les gens de mon école, mais ça va être plutôt je suis avec des gens qui veulent maigrir, par exemple. Je suis dans le groupe des femmes enceintes. Ou alors je suis dans le groupe des pêcheurs à la carte. Ça, c'est des choses réelles qu'on a pu observer seulement en tourner des algorithmes en fait, sur les données relationnelles. Un autre exemple, sur Twitter, on aime bien Twitter. Donc là, on a récupéré des tweets sur le hashtag Thor, qui est un film. Et on a regardé en fait les différentes communautés qui se dessinaient à travers ce hashtag-là. On a pu voir par exemple qu'il y avait une énorme communauté gay sur le film Thor. Je ne sais pas pourquoi, apparemment, c'est une petite commune. C'est quelque chose qui n'est pas forcément visible au premier abord. Une autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré tous les comptes politiques sur le réseau Twitter et on a regardé qui suivait qui. Et après, on a juste fait tourner des algorithmes assez basiques où on va regarder en fait la densité des liens entre les gens et ça va créer des communautés. Donc tout est fait programmatiquement. C'est pas moi qui ai mis le petit couleur sur chacun des ronds. C'est fait totalement programmatiquement. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que ça recrée totalement les partis politiques français. Donc ça a été fait il y a un petit peu longtemps, je crois il y a bien 2 ans, avant
avant l'élection présidentielle, donc il n'y a pas par exemple François Hollande qui n'était pas forcément très connu encore à l'époque. Mais voilà, on a les Verts, on a l'extrême gauche qui est à droite, on a les Modem, on a l'UPS, on a l'UMP et on a l'extrême droite qui est à gauche. Et donc, ce qui nous intéresse surtout à MFG, c'est la propagation en fait d'une information à travers le réseau Internet. C'est vraiment ça qui nous intéresse le plus. Et on a un homme qui nous a un peu ouvert la voie. Et quel homme, j'ai envie de dire. C'est DSK. Alors pourquoi DSK? Quand il s'est fait arrêter à New York, l'information est d'abord apparue sur Twitter. Et donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va aller regarder la propagation de cette information-là pour voir un peu les différents rôles que peuvent jouer les gens. Donc ça donne de quelque chose d'un peu difficile à lire comme ça, de loin j'imagine. Un petit peu de contexte d'explication. La première personne à avoir tweeté l'information de l'arrestation de DSK, c'est Jonathan Pinet. C'est un jeune UMP, vous l'avez ici, qui au départ est plutôt au centre, mais après il a vite éloigné. Il n'a pas beaucoup de followers sur Twitter. À l'époque, je pense qu'il en avait entre 50 et 100, c'est le grand maximum. En revanche, il est suivi par quelqu'un qui s'appelle Arnaud Dacier, qui était l'ancien responsable communication de la campagne de Sarkozy en 2007. Qui l'a retweeté. Et donc lui qui est beaucoup plus suivi, etc. Donc ce qu'on voit, c'est que ces gens-là sont centrales au début, après vont très vite s'éloigner, et après il va y avoir une sorte de discussion qui va se faire autour de l'info, et les médias vont arriver extrêmement tard en fait, dans l'information. Donc vous allez voir. Donc les news, qui est le premier média à avoir un peu parlé d'affaires. Et à la toute fin, vous allez avoir le New York Times, par exemple, mais qui arrive vraiment bien tard. L'information est déjà bien propagée. Et donc, on a voulu aller plus loin dans l'observation de la propagation d'un message. Donc, toujours avec notre concept de départ, les comportements se dissolvent vraiment dans l'IT. Ces deux garçons, par exemple, l'ont très bien compris avec leur algorithme PageRank. En fait, on va juste aller parcourir les liens entre les pages internet créées par les gens. Donc c'est cet algorithme-là qui fait le moteur de recherche de Google. Et nous, on pense que c'est pas forcément une bonne approche aujourd'hui, à l'ère où la propagation de l'information se propage extrêmement vite. Donc pour ça, on est parti d'un concept assez simple. Là, vous avez par exemple le tweet que j'ai fait tout à l'heure. Et donc on part d'une visualisation où au premier niveau, en fait, vous avez les gens qui vont suivre le compte Lardosmapublico et qui ont retweeté le message. Au deuxième niveau, vous avez les gens qui suivent les gens du premier niveau et qui ont retweeté le message d'origine, etc., etc. Donc ce qui est intéressant dans ce graphe, c'est qu'on va voir en fait les nœuds qui sont importants dans la propagation d'un message et dans l'ouverture à une certaine communauté. Alors, donc, je sais pas, mais ce compte-là, par exemple, est potentiellement intéressant parce qu'il a généré 3 retweets et un nouveau au deuxième niveau. Et en observant et en faisant des tests sur différents tweets, on se rend compte qu'effectivement, c'est une excellente métrique pour calculer la valeur informationnelle d'un message. L'exemple classique qu'on prend, c'est par exemple Justin Bieber, un compte qui a énormément de followers sur Twitter. Quand il retweet, quand il tweet, il a, je crois que c'est 1000 tweets par seconde, c'est quelque chose d'assez incroyable. Mais c'est seulement au premier niveau. C'est seulement les gens qui suivent Justin Bieber qui le retweetent. Les gens au deuxième niveau ne vont pas le retweeter, encore moins au troisième et encore moins au quatrième. En fait, il parle seulement à sa communauté. Tout le monde s'en fout ce que tweet Justin Bieber à part ses fans. En revanche, quelqu'un qui n'est pas forcément très connu mais qui est suivi par les bonnes personnes, par exemple Jonathan Pinet, suivi par Arnaud Dacier, qui va tweeter un vrai tweet avec une vraie valeur informationnelle, donc l'arrestation de DSK à New York, tout de suite ça va exploser. Donc il va y avoir tout de suite plein de cercles concentriques, encore plus de gens au deuxième, encore plus au troisième, encore plus au quatrième, etc. Mais c'est lié aussi au contenu de l'information. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, ce que nous permet
de calculer cet algorithme, c'est en fait de repérer les messages qui ont la plus grande valeur informationnelle. Parce que les messages qui ont le plus propagé sont ceux qui forcément ont la plus grande valeur informationnelle. Donc si on va écouter une thématique, par exemple hashtag HTML5, on va forcément faire remonter les tweets qui vont le plus propager et donc forcément ceux qui ont la plus grande valeur informationnelle. Donc on a construit une interface autour de cette approche. Donc ce que vous avez, la barre en orange en fait, c'est notre score. C'est ce qu'on appelle le spread rank, qui est un score entre 0 et 1000. Et donc plus il est élevé, plus le message a propagé. En fait. Et donc on va venir classer en fait comme ça. Vous allez avoir tout en haut les tweets qui ont plus propagé. Après vous pouvez filtrer soit par heure, soit par jour, soit sur la dernière semaine. Et on a fait quelques thématiques un peu grosso modo, comme ça pour tester, mais surtout vous pouvez regarder en fait vos propres tweets et la manière dont ils propagent. Donc on a vraiment construit ça pour comprendre comment propager les messages à travers Twitter, mais on peut répliquer ça aussi bien sur du Facebook, même si ça a moins d'intérêt parce que c'est fermé, ou même sur je sais pas, une photo sur Instagram, une musique sur SoundCloud, peu importe, c'est vraiment la propagation de quelque chose qu'on observe. Et donc ce qui est surtout intéressant dans cet algorithme, c'est qu'en fait c'est une visualisation assez naturelle. Et donc vous comprenez pourquoi le message remonte, parce que totalement, il a juste explosé. C'est vraiment ce qu'on cherche à représenter à travers ces cercles concentriques. Donc en fait c'est une visualisation en WebGL, avec un fallback en canvas quand il y a un peu trop de mots. Donc ce qu'on mappe sur l'axe des Z, toutes les barres vertes que vous voyez, en fait, c'est le nombre de followers. Donc c'est pour montrer que c'est pas forcément lié le nombre de followers, le nombre de retweets que peut générer une personne. Même si souvent c'est quand même corrélé. Pas toujours. Donc là par exemple dans ce tweet de Sinel, on peut voir que cette personne-là est potentiellement une personne qui est influente. Après vous avez différentes vues. Une vue pour regarder la propagation dans le temps. Vous allez voir qu'à certains moments, quand vous allez toucher un gros compte, ça va repartir par exemple. Une vue plus simple en arbre. Et voilà. Donc après vous pouvez jouer, c'est en 3D, etc. Maintenant on va retourner sur l'appli. Alors là, vous avez par exemple le dernier tweet de la vidéo. On va aller voir un petit peu la propagation. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Bien sûr, vous pouvez naviguer comme ça. Et surtout, vous pouvez regarder en fait, à chaque fois qu'il y a été important. Par exemple, Julien a généré. Tu parles vers nous. Donc là, je disais, par exemple, Julien a été assez important dans la propagation de ce message-là, ce qui m'a ouvert alors et à Kevin. De même Thibaut, qui est un des fontaines qui travaille sur la fiche. Donc voilà, et donc en gros les petits rendus, donc vous pouvez regarder en 2D parce que généralement c'est quand même un peu plus simple. La vue dans le temps, ou la vue en arbre. Donc voilà un petit peu l'application. Je vous invite à aller dessus et à essayer par vous-même. Ça, c'est pour lequel je n'avais pas. Et donc ce qu'on a voulu montrer aussi à travers What Does the Metric Go, aujourd'hui, les algorithmes façonnent vraiment notre monde et on a voulu faire une application qui permette aux gens de véritablement comprendre l'algorithme qui est derrière l'application. Donc le véritable intérêt de l'application, c'est l'algorithme, c'est pas la visualisation. Mais on a vraiment voulu amener les gens et non pas leur imposer un filtre qu'ils ne comprennent pas en fait. Souvent sur Twitter, il y a plein d'applis qui vous font des filtres et qui vous recommandent des articles. Mais après, vous retournez forcément sur Twitter parce que vous avez l'impression de louper quelque chose en fait. Vous êtes collé à votre timeline et vous n'avez pas envie d'en démarrer. Là, ce qu'on a voulu montrer, c'est vraiment accompagner les gens et leur expliquer comment on avait construit cet algorithme qui sont un peu moins les choses. Voilà.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Allez, une petite question aussi. Est-ce que tout ce qui est là, c'est open source? Comment? Est-ce que c'est open source? C'est open source. L'application est disponible. Il y a le layout pour faire juste des graphes de propagation qu'on va rendre sûrement disponible sur un logiciel qui s'appelle Gephi. Je ne sais pas si les gens connaissent, qui est un logiciel de graphe social open source. Donc si jamais vous avez en fait un graphe, pas forcément un graphe de revue, mais un autre graphe, vous balancez dans le logiciel, vous mettez notre layout et puis vous allez pouvoir regarder un peu la propagation. Une autre question par là-bas. Moi j'ai une question. Est-ce que vous avez prévu de visualiser aussi dans l'espace? Parce que les tweets on voit juste du nombre, mais on ne se rend pas compte géographiquement. Ah, c'est une des vues dont on pensait rajouter, on ne l'a pas encore fait, mais on aimerait bien. C'était fait pour Paris, là. On avait vu les photos qui étaient géolocalisées dans Paris. Oui, oui. Tout à l'heure, l'une des illustrations que nous avons fait. J'ai raté des vues. Ça suit, Pierre. Pardon. Et moi j'avais juste une question, quel type de base de données vous utilisez? C'est des types graph? Alors on utilise un data provider qui s'appelle DataSift. En gros, pour avoir les données Twitter, vous avez deux providers qui ont les données qui sont Gnip et DataSift. Nous on utilise DataSift, mais après on a notre propre algo qui reconstruit les graphes. Sur leur tasse API et vous tapez directement. Est-ce qu'on peut rentrer en input un tweet donné et voir? Pas encore. Pas encore. Pour l'instant, on voit des exemples qui ont été... Pour l'instant, il y a des streams en fait qui ont été créés par nous. Par contre, vous pouvez vous Twitter connecter et voir vos tweets. Pour l'instant, c'est vraiment ce qu'on propose. On est en train de travailler pour pouvoir offrir ça en fait aux différentes sociétés, aux marques qui sont intéressées par rentrer un peu ce qu'ils veulent. Et les données, vous en faites quoi? Encore une fois, c'est une vraie bonne question. On cherche vraiment on cherche vraiment à repérer en fait les messages qui sont intéressants. Après, d'un point de vue du business model, on n'a pas encore, on n'a pas l'application qui a un mois. On peut Parce que des opérations marketing via Twitter, son retour sur investissement, c'est intéressant. Je pense que là, je regarde les films. Il y a des jeux sur Twitter, des choses comme ça. Ça permet d'avoir des profils après. On s'est posé en fait à l'inverse d'un cloud. Je ne sais pas si vous connaissez cloud, qui va scorer en fait l'influence des gens. Nous, on n'aime pas trop cette approche-là. On va scorer vraiment le message et sa valeur informatique. C'est vraiment ce qu'on cherche à calculer. Vous avez tout programmé en HTML5, JavaScript et CSS3? Je ne peux pas trop parler de techno. Alors, la librairie, c'est Sui.js pour le WebGL. Donc, il y a un callback en Canvas. Et le backend, c'est du Scala. Voilà. Sinon, il n'y a pas de framework MVC en JavaScript, c'est en CoffeeScript. Et en termes d'algo qui tourne derrière, c'est quelque chose que vous avez fait vous-même ou c'est... Oui. C'est un algo qui est extrêmement gourmand parce qu'il est récursif. C'est fait en A4, si vous voulez savoir. C'est un framework Scala. C'est assez hardcore. On est vrais bricoleurs. Ok. Il y a une question? Vous pouvez le transposer sur Facebook. Oui, après ça a moins d'intérêt parce que sur Facebook, l'information En termes de pas marketing, beaucoup moins. on a gagné beaucoup d'argent. Oui, mais si tu veux, c'est fermé Facebook, donc il faudrait avoir soit un oui, cheval oui. de 3 ou... Non, mais voir. C'est beaucoup de gens, ça. On va appeler la NSA. Ok, merci. Bravo.